On voit que ce qui est très déterminant dans les infrastructures, c'est qu'elles sont pérennes. Quand on considère la ville et qu'on considère ses composants essentiels, c'est-à-dire les voies, le parcellaire ou le bâtiment, on se rend compte que les voies ne bougent quasiment pas, que le parcellaire se remembre plus difficilement. Ce qui bouge le plus vite, ce sont les bâtiments. On a beaucoup de mal avec cette espèce d'extraordinaire discontinuité des tissus urbains à refabriquer des éléments cernés, des lieux qui soient identifiables. Nous n'avons pas construit les espaces publics à la dimension de nos villes du XXe siècle. J'ai l'impression, quand je fréquente mes étudiants, que ce qui est raconté par les promoteurs et les bailleurs sociaux n'est absolument pas ce qu'attendent ces jeunes qui se mélangent et qui n'ont pas peur de l'autre. Donc eux-mêmes laisseront les portes ouvertes. Alors la question de l'espace public, c'est une question délicate parce qu'elle est très ouverte et qu'elle dépend beaucoup des cultures et des pratiques sociales qui peuvent s'y dérouler. En revanche, il y a un angle d'attaque qui m'intéresse particulièrement, c'est de faire le rapprochement entre ce que sont les espaces publics et les infrastructures. Puisque très souvent, les espaces publics sont des voies, des rues, des places, des lieux de transport, les infrastructures de transport, y compris dans les bâtiments, sont aussi des espaces publics. Et on voit que ce qui est très déterminant dans les infrastructures, c'est qu'elles sont pérennes. Quand on considère la ville et qu'on considère ses composants essentiels, c'est-à-dire les voies, le parcellaire ou le bâtiment, on se rend compte que les voies ne bougent quasiment pas, que le parcellaire se remembre plus difficilement. Ce qui bouge le plus vite, ce sont les bâtiments. Ce qui dure le plus dans la ville, c'est l'immatérialité du déplacement, l'évanescence des rencontres, c'est-à-dire tout ce qui en réalité consiste grosso modo à déplacer du vent ou à des corps en mouvement, c'est ce qui dure, puisque les infrastructures restent à leur place. Ensuite, elles sont tout à fait adaptables. Elles sont à la fois pérennes dans leur emprise, dans leur matérialité, mais du point de vue du fonctionnement, elles ont une très basse définition fonctionnelle, donc elles sont complètement adaptables. Elles portent en elles un indéterminé. Je prends un exemple, Monaco. Voilà, une ville avec des rues, des palmiers, un espace très policier, et puis à un moment donné, il y a un Grand Prix qui débarque. C'est-à-dire qu'ils font rouler sur ces mêmes espaces des voitures à 300 km/h. Il y a la vitesse, la mort, le danger, la foule. Ça, c'est pendant la journée. Déjà, cette mutation-là, le jour où un bâtiment est capable de faire ça, ou si je suis capable d'en dessiner un, j'en serais très fier. Mais c'est pas fini. C'est que entre les séances d'essai le soir, il y a une mixité sociale incroyable. Il y a tous les tifosi de Ferrari, il y a les Anglais de McLaren, il y a les gens, ils boivent des coups dans les bars, qui sont des bars, encore une fois, quand il n'y a pas le Grand Prix fermé, ils sont à cheval sur le barrière de sécurité, ils se balancent des canettes de bière, il y a des Ferrari qui passent au ralenti au milieu des gens. On est dans une espèce d'incroyable liberté qui est l'opposé strict. Et ça, en quoi ce lieu a changé? Quasiment rien. De barrières de sécurité, faire rouler des voitures dessus. Donc le rapport infrastructure-espace public, il me semble évidemment porter sens dans la mesure où il démontre que la ville, pour qu'elle puisse fonctionner, et c'est intéressant de le noter à une époque où on essaye de tout mettre en coupe réglée, de tout faire passer au feu du numérique pour avoir les données statistiques les plus précises. La ville, pour vivre, a besoin d'indéterminé. Elle a besoin de la rencontre, évidemment, entre les gens, et que le champ des possibles puisse s'ouvrir. Je prendrai un exemple d'une ville qui s'est transformée, qui a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, Rotterdam, et qui a été refaite à partir d'un plan novateur à l'époque, qui est le plan Ventra. C'était un ingénieur, et il a bien établi justement ces rapports-là entre espace public, parcellaire et bâtiment. Donc Ventra a redéfini des îlots dans un système démocratique de participation. Il a laissé libre l'architecture de répondre aux sollicitations économiques, sociales, politiques. En revanche, l'espace public, qui est un lieu dans le système des pays du Nord intangible, qui est le lieu du partage, n'a pas bougé. Ce qui fait que quand on regarde cette ville de Rotterdam
du point de vue de sa structure urbaine, quand on a, ou de son paysage, on voit des choses différentes. On voit une ville très moderne, puisqu'elle est faite de buildings, qui se renouvellent très rapidement d'ailleurs, ils sont en train d'en refaire, il y a toute une série de projets qui fait que c'est une sorte de ville vivante du point de vue de l'architecture. Le parcellaire lui bouge très peu, et l'espace public, c'est la trame et la trace de la ville du 16e. Tout ça pour dire que les rapports entre architecture et espace public, il faut les mesurer à l'aune de ces temporalités qui sont vraiment très très différentes. Quand j'ai travaillé au Népal, en étudiant justement le rapport entre l'architecture, c'est-à-dire la parcelle, et l'espace public, déjà en apprenant la langue, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas les mots public et privé. Hein, nous, on parle d'espace public, d'espace privé en Occident, comme si c'était quelque chose d'intangible et que toutes les sociétés partageaient. Ils n'ont pas ces mots-là. Parce qu'ils sont calés sur autre chose, sur l'usage qu'on fait du lieu. En regardant précisément les choses, les briques qui font le revêtement de sol étaient organisées de façon un peu différente, dans l'emprise même de la parcelle. Ces petites briques rangées autrement font que cet espace-là, puisque ce sont des sociétés en majorité agricoles, et le fonctionnement d'une ferme en centre-ville avec une densité à peu près égale à celle de New York est assez complexe à faire fonctionner, dans les zones où il y avait des agriculteurs, la rue se dilatait, c'est-à-dire c'est la même, elle se dilate, ces parcelles devant se dilatent, et au moment où ils font les récoltes, par exemple, ils mettent des bottes de riz, et ça devient privé. Au moment où ils font un mariage, ça l'est aussi. Pour certaines cérémonies religieuses, ça l'est aussi. Il reste 50 cm, qu'ils appellent le passage du roi, pour que les gens puissent continuer à passer. Qu'un lieu puisse être public et privé à la fois, et que ce soit le temps qui distingue les deux, me paraît un potentiel énorme pour pouvoir utiliser ou imaginer une manière de vivre la ville autre. Je pense qu'il y a vraiment ce travail de réactivation de la question typomorphologique qui a été laissé tomber un peu tôt, parce qu'elle s'est appliquée qu'à la ville du 19e, avec les dessins qu'on voit, Vieillot, etc. Mais je pense que c'est un outil d'analyse qui peut très bien s'appliquer à la ville de New York, qui peut s'appliquer aux favelas et qui peut s'appliquer à beaucoup d'endroits. Parce qu'elle permet de décortiquer la ville dans des composants et dans des invariants qui ont toujours constitué la ville. La ville elle a toujours été faite de voies, de parcellaires et de bâtiments. Bon. Et de voir comment ces interrelations bougent ou agissent, ou s'influent les unes sur les autres. Dans ces temps de crise économique et écologique où on décide de refaire la ville sur la ville, il me semble que c'est intéressant d'essayer de voir si on ne peut pas poursuivre ces analyses, les appliquer à la périphérie, ça a été fait pour partie, et pour avoir une banque de données suffisamment importante pour savoir de quoi on parle lorsqu'on transforme ou quand on décide de densifier ces zones. Je reviens à la question de Ventras, c'est bien ce qu'il avait identifié, c'était bien l'intelligence de son plan. Parce que tout en étant radicalement moderne, et les déclarations de Ventras à Rotterdam sont édifiantes de ce point de vue-là. Il dit on n'a pas besoin de la ville du passé pour faire le futur, évidemment. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en allant au bout de sa pensée d'ingénieur, encore une fois, parce qu'il n'avait pas tout le poids des architectes et du projet urbain sur la tête, donc il raisonne de façon très pragmatique. Eh bien, il est revenu à cette question de la typomorphologie, où il était dans ces questions de typomorphologie, c'est-à-dire d'identifier très clairement les voies, le parcellaire et les bâtiments. Il a gardé les voies, il a fait du remembrement de parcellaire et il a laissé les bâtiments libres. Donc il était bien dans ces questions de dissociation des éléments de la ville et de mutabilité ou de temporalité différente pour qu'elle bouge. Aujourd'hui, on est dans l'idée, effectivement, qui à mon avis n'est pas opérationnelle dans les espaces périphériques, de transposer la ville entre guillemets idéale ou heureuse du 19e dans les banlieues. Ça c'est évidemment l'erreur qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas réfléchir sur les invariants qui constituent la ville et d'avoir les bonnes manettes pour pouvoir le faire. Si on parle de la ville stabilisée du 19e siècle, le Paris haussmannien par exemple, etc., les choses sont assez claires et les catégories d'espace public sont arrêtées. Si on parle de la ville contemporaine qui apparaît à partir du milieu du XXe siècle,
On a une ville très discontinue, très cassée, une sorte de collection d'objets qui ne sont plus liés très fermement les uns aux autres. On a beaucoup de mal avec cette espèce d'extraordinaire discontinuité des tissus urbains à refabriquer des éléments cernés, des lieux qui soient identifiables. Et tous les espaces publics qu'on fabrique aujourd'hui ou qu'on tente de fabriquer ou de ressouder autour de ces tissus urbains discontinus sont inspirés de ceux du XIXe siècle, ce qui donne un genre assez impur. A traîné dans les années 1930-1960 l'idée qu'on pouvait fabriquer les villes un peu comme une discontinuité savante, un peu comme les acropoles avaient été fabriquées dans la Grèce du 5e, 6e siècle. Bien. Le Corbusier a beaucoup réfléchi à ça. Il y a eu quelques tentatives. Les grands campus universitaires ont été construits sur cette idée qu'on se donnait un paysage, on le touchait à peine et on disposait savamment un certain nombre d'objets. Bien. Le problème, c'est que ça n'a pas tenu 5 secondes, bien entendu. Donc on a plutôt eu un mode de distribution des villes qui était basé d'abord sur les réseaux, sur la vitesse, et ensuite sur une sorte de discontinu très aléatoire, dans lequel chacun s'est débrouillé comme il peut. Alors apparaît là-dessus, donc ce sont les grandes périphéries actuelles, bien, apparaît là-dessus l'idée très sophistiquée que ce désordre, ce côté accidentel des villes contemporaines, a un intérêt, ou au contraire, plus qu'un intérêt, produit des événements extraordinaires par moment. La référence permanente, c'est le désert rouge d'Antonioni, comme ça, où tout d'un coup, on découvre un paysage d'une autre nature qui n'a rien à voir avec les villes du 19e, avec les villes organisées du 19e siècle. C'est une espèce de discontinu fantastique, avec des pylônes, avec des centrales thermiques, avec parfois de l'asphalte, parfois du gazon, parfois des stations-service, etc. Et que tout ça, au fond, fabrique le paysage contemporain et que ce n'est pas un paysage sans intérêt. C'est une idée très, très à la mode chez les architectes actuellement. Je suis moins sûr qu'elle soit perçue si facilement par les gens qui y vivent. Vous avez au fond deux attitudes. Une attitude joueuse, d'une certaine manière, qui est celle de Rem Koolhaas, qui consiste à dire tous ces livres, les livres de Koolhaas qui sont d'ailleurs passionnants, sont des constats successifs de cette évolution un peu sauvage de la ville contemporaine. Le livre sur Singapour, Junk Space, etc., il n'arrête pas de faire une théorie qui est la théorie du constat de cette impossibilité à maîtriser les phénomènes urbains, la force des phénomènes urbains contemporains. Bien. Se greffe là-dessus, je vous l'ai indiqué, l'idée que ces accidents perpétuels que ça produit ont en eux-mêmes un certain intérêt. Bien. Vous avez, ça ne me semble pas l'idée dominante, malgré tout. L'idée dominante, c'est qu'il faut sauver la Terre, et que d'une certaine manière, les villes, qu'elles soient ordonnées ou désordonnées, mais la massivité des villes fait qu'elles pèsent d'un poids trop lourd dans l'évolution géographique du monde contemporain. Bien. Donc, c'est le gradient écologique qui commence à s'introduire là-dedans. Et une autre perspective apparaît, c'est l'idée que la ville doit être assimilable ou assimilée le plus possible à la nature. C'est-à-dire que d'une part, il faut lui redonner une certaine mesure, c'est l'idée de densification, l'idée qu'on va tenter autant qu'on le peut d'arrêter cet étalement urbain. Évidemment, personne n'y croit, mais tout le monde le tente, c'est l'idée de densification. Et au fond, la densification relative des grands ensembles, la densification des périphéries, l'idée qu'on peut revenir sur les premières, secondes, troisième périphéries et ne pas aller plus loin et au contraire tenter de bricoler avec, de les composer, de les densifier, etc., c'est une idée très importante. La seconde qui se réintroduit aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut naturaliser la ville. Elle est un peu paradoxale parce que dans une nature qui devient de plus en plus artificielle à l'extérieur, on essaie de fabriquer des éléments de sauvagerie à l'intérieur de la ville. L'idée qu'on puisse fabriquer des forêts primaires à l'intérieur de la ville, l'idée qu'on puisse laisser les plantes dans certains endroits urbains ou dans des parcelles vides pousser comme elles le veulent et puis que ça fera des sortes de biotopes bizarres qui vont apparaître, etc. Cette idée de la naturalisation de la ville devient une idée très forte. Est-ce que ça construit de la ville? C'est autre chose. Mais en tous les cas, on a ce sentiment que la ville doit s'incliner devant la nature, qu'elle en a trop fait
qu'elle en a trop pris et qu'au fond, il faut essayer de fabriquer des villes vertes. C'est une idée très étrange parce que ce qui fait la spécificité de la ville, c'est qu'elle est de l'autre côté de la nature, c'est qu'elle a toujours été de l'autre côté de la nature, c'est qu'elle est un artifice extraordinaire. Donc cette idée avec laquelle on était assez en paix, l'idée que la ville est un artifice, est en train de s'éteindre au profit de l'idée que la ville doit participer du monde et au fond sauver le monde d'une certaine manière. C'est très étrange, ça donne lieu à toute une série de projets plus verts les uns que les autres. Je ne suis pas très sûr qu'on va en tirer des choses formidables, moi personnellement. L'évolution aujourd'hui, c'est qu'on passe d'une ville qui est tout de même très modelée par la vitesse au XXe siècle, avec des catégories d'espace et des éléments de vitesse qui étaient très autonomisés, comme les autoroutes, etc., à une manière d'approcher l'espace public qui est plutôt basée sur la lenteur, d'une certaine manière. Au fond, il y a une espèce d'éloge de la lenteur qui revient dans les villes, où on commence à refabriquer des espaces piétons, où on commence à refabriquer des espaces partagés, où on a des zones où les priorités s'inversent. Autrefois, la priorité était aux automobiles, on donne la priorité aux vélos, aux piétons, etc. Et dans ce calme relatif qui commence à se réinstaller, on réfléchit à nouveau aux espaces publics. Ces rues dont vous parlez, enfin sur lesquelles nous on a travaillé, notre agence a travaillé, c'est-à-dire à Nantes, l'île Feydeau, le cours de 50 étages, la rue Alsace-Lorraine à Toulouse, les grandes places de Nice, on les a trouvées, elles étaient là, on ne les a pas du tout inventées. Bien, on a essayé de ne pas les massacrer simplement. Elles étaient, comme tous ces grands espaces étaient devenus, c'est-à-dire des tuyaux à bagnole, et on s'est inscrit sans y avoir plus de part que ça, dans la tendance qui consistait à dire arrêtons, on calme tout ça. Le cours de 50 étages, il y avait 9 voies de voiture, on a fait passer à 3. Et bien, ce desserrement produit des occasions de créer des lieux, tout simplement pour que les mômes puissent se balader, pour qu'on puisse faire ses courses, etc. etc. Donc on a une plasticité plus grande à partir du moment où on enlève la pression automobile dans toutes ces voies. C'est un peu ce qui s'est passé. Depuis, ce n'est pas seulement la notion de limitation de la vitesse qui est apparue, c'est la notion de partage, etc., de coexistence de ces fonctions. On a essayé de s'inscrire là-dedans en résistant autant qu'on le peut à l'idée de désigner ces fonctions, les mamans, les vélos, les piétons, les voitures, et de leur donner à chacun un espace bien tranquille. Le pire étant les bus en transport en site propre, qui sont des lacs d'asphalte sur lesquels toutes les 10 minutes passe un bus, mais qui consomment un espace fou. Mais là, comment faire ? Comment concilier ce besoin de vitesse dans de très grandes villes, qui est légitime, et l'idée de ne plus séparer les espaces. On est dans une assez grande difficulté. Mais là où on a travaillé, on a essayé d'effacer tout ceci et de revenir au paysage paradisiaque des photos d'Adjay, où il n'y avait pas de marquage. Le moins de mobilier possible, le moins de marquage possible. On ne réussit pas toujours ce genre d'exercice. On a toujours à la tentation de remplir de mobilier spécifique et de remplir de fonctions spécifiques, quitte à les faire coexister un peu mieux. Ça fabrique des espaces qui sont un peu monocordes, d'une certaine manière. Donc c'est pas un espace de totale liberté. Arriver à fabriquer un espace de totale liberté, de totale indécision, c'est le grand genre, mais c'est difficile à faire. Quand on parle de nos espaces publics, la grande difficulté, c'est d'abord de se demander, mais de quelle ville parle-t-on ? Comment sont nos villes ? C'est pas si simple de prendre la mesure de ce qui s'est construit, de là où on est, de là où on vit, de la qualité des espaces dans lesquels on vit. Et moi, une chose m'obsède vraiment. Où que j'aille, je vois cette ville de la fin du XXe siècle
assez générique finalement, dont on parle peu, et qui est omniprésente, et qui est puissante, et qui est l'étalement urbain. Donc, quand on regarde cette ville, alors là on peut s'interroger sur l'espace public. C'est quoi l'espace public de cette ville-là ? Je fais une parenthèse. Justement, quand on travaille sur un quartier en centre-ville aujourd'hui, ce qui finalement est relativement mineur, on est tenu souvent, réglementairement, à construire 30% de la surface sous forme d'espace public. 15% pour des places et des rues, 15% pour des jardins. Et si on regarde cette ville diffuse, trouve-t-on les 30% ? Alors non, évidemment pas. Cette absence, c'est un sujet cuisant, clé, urgent. Est-ce que je peux accepter que mon territoire soit tellement pauvre, une campagne remembrée assez déserte et pauvre, presque personne, comme on le disait, et cette ville informe sans que jamais j'ai le lieu qui permette de se fabriquer une image commune et surtout d'avoir des pratiques communes. Pour moi, l'espace public doit aussi, et avant tout, être le lien physique entre tous ces éléments. Oui, je dois pouvoir marcher pour aller rejoindre l'école, les magasins, le bureau, la campagne. Je dois mettre en réseau physique ce qui a été conçu d'une manière disloquée, atomisée. On doit réunir ces éléments épars de la ville par cet espace public commun à une autre échelle. À la limite, je suis plus intéressé par un chemin, un bon chemin, que par un parc. Aujourd'hui, je travaille sur des grands systèmes de parcs, par exemple dans le bassin minier, dans le nord de la France, où le sujet, c'est la création de très grands chemins. On a dépensé 20 millions d'euros pour faire des chemins, qui vont en partie au Louvre de Lens, mais qui vont partout. Et des chemins qui, du coup, vont faire que quand je serai dans cette ville diffuse, je ne serai pas qu'à l'arrière des maisons. Dès lors qu'il y a un chemin, je suis devant la maison. Et ce qui était le backyard, ce qui était le lieu de l'abandon, peut redevenir, parce que j'y chemine, la façade de la ville, le lieu de la ville, le lieu où les maisons vont s'ouvrir. Oui, on fera une porte derrière le jardin du fond aura une porte pour rejoindre le chemin commun. C'est ça mon espace public, le chemin commun qui fait qu'on va réouvrir des portes dans les clôtures pour pouvoir y aller. Oui, je sortirai de mon jardin pour aller dans un chemin qui va m'emmener dans la campagne. Ce chemin reliera le centre-ville. Oui, j'irai à la boulangerie aussi. Et ça m'intéresse 1000 fois plus qu'un parc. Ça n'empêchera pas d'en faire, encore une fois. Mais l'objet, le jouet, ne doit pas nous aveugler. Je viens d'aménager le vieux port de Marseille et finalement, l'image dominante, et partout dans le monde, j'ai pu voir, c'est un tout petit édicule que Norman Foster a construit sur le port réaménagé, donc une ombrière, une plaque d'inox qui est fascinante, et tout le monde s'intéresse dans cet espace public à cet objet, et en aucun cas aux 25 hectares qu'on a pu libérer en centre-ville. Nous avons eu comme une évidence la vision qu'il était indispensable aujourd'hui de conserver une sorte de... Enfin, non pas de conserver, mais de créer, parce que c'était le lieu de l'industrie, mais de profiter de la mutation de la rive droite, autrefois industrielle, de profiter de cette mutation pour avoir un très grand espace public en rive du fleuve. Une sorte de vis-à-vis des quais réaménagés par Michel Courajou sur la rive gauche, mais tout à fait différent. Si on considérait les 6 km développés dans le centre de Bordeaux de cette rive, il y avait l'occasion de faire un gigantesque espace commun, espace public, qui accompagne le fleuve et qui s'ajoute au fleuve et au quai de la rive droite pour faire un très grand vide commun au cœur de la ville. Et imaginez la différence. Je veux dire, il y a 20 ans, on n'imaginait pas que les quais de la rive gauche deviennent cet espace public extraordinaire où on voit que le dimanche, plutôt que de prendre la voiture pour fuir la ville, on voit tous ces bordelais au sens large occuper d'une manière extraordinaire cet espace. Être en ville, là, le long d'une géographie. Et en vis-à-vis, on peut imaginer d'autres pratiques, d'autres usages tout aussi importants sur une ampleur équivalente. Et on aurait 20 ou 30 ans après, au cœur d'une ville où personne n'allait, ce port était derrière des barrières, la rive droite était occupée par des parcelles inaccessibles, industrielles, on aurait là un gigantesque espace public de part et d'autre d'un fleuve que personne n'imaginait il y a 20 ans.
nos villes peuvent souvent être regardées comme des archipels, parce qu'elles se sont étendues, et que dans cette expansion, évidemment, les centres sont nombreux. La notion de centre, aujourd'hui, évidemment, est complexe. Quand on a affaire à une métropole, l'idée qu'il y ait un seul centre est absurde. Et à l'inverse, on observe et on imagine comme à Londres, on aura une multitude de lieux d'intérêt. Et donc, finalement, des unités de ville qui gravitent autour des lieux d'intensité de taille limitée. Il n'y a pas de sens à vouloir créer une longue nappe continue, puisqu'on ne la pratiquerait pas, elle ne serait pas à l'échelle de la marche, par exemple. Puisqu'il faudrait prendre un véhicule, cette idée d'une continuité urbaine est parfois absurde. Et au contraire, l'idée d'une ville polynucléaire, enfin avec des noyaux multiples, des centres multiples qui se dessinent sous nos yeux, est tout à fait intéressante et correspond à une réalité. C'est-à-dire, on gravite autour d'un certain nombre de lieux d'intensité, de lieux d'intérêt dans une métropole. Ce qui veut dire qu'entre ces lieux, il ne faut pas chercher à remplir tous les vides, mais au contraire à utiliser ces vides. C'est justement, si on garde cette métaphore de l'archipel, entre ces lieux intenses qu'on va trouver peut-être ces systèmes de parcs nouveaux à créer, dans lesquels l'espace public nouveau s'installerait, souvent en relation d'ailleurs à une géographie. On ne les a pas construits parce qu'ils étaient contraints par un cours d'eau, par une pente ou par une voie. Peut-être les voies ferrées sont aussi une géographie intéressante qui nous permet d'imaginer ces vides entre les lieux d'intensité de nos villes à centres multiples. Voilà. La question de l'espace public, elle peut s'aborder évidemment à des échelles très différentes. Quel meilleur endroit pour en parler qu'ici, sur les toits du Musée de l'Homme, que nous réhabilitons, et devant l'esplanade du Trocadéro, qui est un lieu public, enfin ce qu'on entend par lieu public, une agora, un lieu de rencontre pour tous les touristes qui arrivent à Paris, et puis pour tous les Parisiens aussi. Elle est très facile d'accès, elle doit être contrôlée par la police, parce que tout peut y arriver, mais les propylées des bâtiments de Carlu, en termes architecturaux, sont véritablement des accueils repoussoirs. Hein. Le quidam moyen n'entre pas facilement dans le Musée de l'Homme. C'est un problème qu'on peut rencontrer dans les tribunaux, dans les préfectures, dans les bâtiments officiels de notre République. Les aménagements que nous allons faire vont constituer des prolongements de l'espace public. Par les grands escaliers de Carlu, les matières du rez-de-chaussée vont monter jusqu'à l'accueil du musée qui va être situé à l'étage, donc un espace public ouvert, hors douane, comme on dit dans les musées, qui va être un véritable balcon sur la Tour Eiffel, sur la Seine, et ouvrir les halls très nobles voulus par Carlu dans les années 30 du Musée de l'Homme, c'est faire entrer là-dedans l'accès au restaurant, la boutique posée comme un radeau ouverte à tous, mais aussi peut-être à l'étage, dans cette position magnifique, eh bien, se retrouver à pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire venir réviser un cours dans un lieu qui se trouve au premier et puis au deuxième étage, avec cette vue sur Paris, comme si finalement, non seulement l'espace public, mais les bâtiments publics étaient partageables et étaient colonisables par des usages publics. Mon regard sur Bordeaux est vraiment ambivalent. Tout le travail d'aménagement de l'espace public, des quais et de l'ensemble du centre-ville auquel nous avons participé par l'aménagement du tramway et par les aménagements liés au passage du tramway constitue évidemment un embellissement formidable, peut-être assez exceptionnel, de la ville de Bordeaux en 15 ans.
Et moi qui suis originaire de Bordeaux, je regarde ça évidemment avec bonheur. Et en même temps, il me manque, j'ai une nostalgie de ce que c'était avant. Et avant, c'était évidemment beaucoup moins comestible, beaucoup moins aimable. À 12 ans, je traversais les grilles qui fermaient ce port. Ce port était en activité. Les dockers trimballaient des ballots énormes avec des grues qui charriaient tout ça sur des rails parallèles à la Garonne. C'était un balai incessant. Mon grand-père nous faisait entrer là-dedans, mes sœurs et moi, et c'était un moment tout à fait étonnant de mise en danger, de découverte qui n'existe plus. Je crois que Bordeaux a une grande chance, avait une grande chance. C'est que les choses autour de cette ville 18e étaient restées en friche. Mon agence s'est installée dans une friche. Toute la rive droite est une friche. Personnellement, j'appelle de mes voeux des projets qui, pour l'espace public, et y compris pour l'habitat, et y compris pour des nouvelles façons d'habiter les quartiers, non pas conservent forcément, mais conservent peut-être, et par ailleurs s'inspirent, se servent de l'esprit du lieu pour créer des conditions nouvelles de vie commune, de vie privée et de vie dans l'espace public. Si on parle de l'espace public du quartier Ginkgo, le quartier Ginkgo, c'est un quartier qui est en fait entouré à l'origine de 3 ondes, 2 négatives et 1 positive. Le voisinage avec une cité des années 50, urbanisme utopique interrompu par la crise des années 70, c'est les Aubiers et le Lauzun. Bon, ça, honnêtement, quand on débarque là-dessus, ce n'est pas des ondes positives, puisque nombre de personnes veulent même démolir cette cité. De l'autre côté, comme ce territoire a été abandonné depuis les années 70, l'urbanisme commercial a envahi le territoire et pousse depuis l'Est et cherche à envahir Ginkgo. Enfin, ce territoire qu'on n'appelle pas Ginkgo à ce moment-là. Et troisième force positive, celle-là, le lac de Bordeaux, fait par Jacques Chaban-Delmas pour construire la rocade à côté, etc. Un plan d'eau magnifique, entouré par une pinède. Nous, quand on arrive là, on ne fait pas une marina. L'identité de ce lieu, ce n'est pas simplement l'identité du lac qu'on s'approprie. Non. On dit, les Aubiers, c'est quelque chose. Ce que nous allons faire à côté, en termes d'espace public, de bâtiments, de façon d'habiter, doit valoriser les Aubiers et inversement. Le centre commercial, entouré par sa marée de voitures en stationnement, effet négatif sur l'urbanisme. Hein. Mais non, parce que nous, on s'est servi du vecteur du commerce pour faire rentrer le commerce dans notre quartier. Aujourd'hui, les îlots de Ginkgo, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à la vue, ils sont traversables et ils sont équipés pour des raisons de prospect commercial, pour des raisons d'habitude, de soi-disant demande de l'habitant. Ils sont fermés par des grilles, mais c'est des grilles hautes comme ça, avec un digicode. Moi, je fais le pari, enfin en tout cas j'ai émis le souhait, que ces grilles soient ouvertes d'ici quand le chantier sera fini, le quartier sera habité, ces grilles seront ouvertes. Je pars du principe que tout ceci étant cyclique, un moment et une génération qui est plus partageuse, plus capable d'intégrer la différence, je suis assez optimiste là-dessus. J'ai l'impression, quand je fréquente mes étudiants, j'ai l'impression que ce qui est raconté par les promoteurs et les bailleurs sociaux n'est absolument pas ce qu'attendent ces jeunes qui se mélangent et qui n'ont pas peur de l'autre. Donc eux-mêmes laisseront les portes ouvertes.